Le détroit de Gibraltar est un passage maritime qui relie l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Large de seulement 13 km, à son point le plus étroit, il sépare deux continents et constitue la jonction entre la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Malgré la courte distance qui sépare les deux rives et le fait qu'il existe plus de 60 ponts dans le monde dépassant les 13 km, aucun pont n'a encore été construit pour relier ces deux continents, ce qui pousse beaucoup de gens à se demander pourquoi un tel projet ambitieux n'a pas encore vu le jour. L'idée de combler le fossé entre l'Europe et l'Afrique a été envisagée depuis des décennies, avec diverses propositions émergentes au fil des ans. L'importance stratégique de cette traversée ne peut être sous-estimée, car elle constituerait un lien vital entre les 447 millions d'habitants de l'Union européenne et les 1,4 milliard de personnes vivant en Afrique. Le potentiel économique d'une telle connexion est immense, car elle pourrait faciliter le commerce et fluidifier les transports entre ces deux grandes régions. Alors, pourquoi une telle structure n'existe-t-elle pas encore? Un jour, pourra-t-on traverser le détroit de Gibraltar en voiture ou en train? Examinons la question. Le détroit, qui relie l'océan Atlantique à la mer Méditerranée, s'étend sur environ 57 km de long. Le détroit se rétrécit à un peu plus de 13 km, soit à peu près la même distance qu'entre Paris et Versailles. Par temps clair, on peut même apercevoir l'autre rive. La profondeur moyenne des eaux du détroit de Gibraltar est d'environ 365 mètres. Il y a encore beaucoup à dire sur cette voie navigable cruciale, mais pour l'instant, il est important de comprendre que le détroit de Gibraltar est et a toujours été l'une des routes maritimes les plus vitales au monde. C'est la seule voie naturelle reliant la mer Méditerranée à un océan. À titre de comparaison, le canal de Suez, situé dans l'est de la Méditerranée et reliant l'océan Indien via la mer Rouge, est une construction artificielle. De plus, le détroit de Gibraltar est bien plus large, ce qui le rend beaucoup plus accessible aux grands navires. Cela explique pourquoi des quantités colossales de cargaisons et de navires commerciaux traversent ce passage chaque jour. On estime d'ailleurs que plus de 100 000 navires transitent par le détroit de Gibraltar chaque année. À titre de comparaison, le canal de Panama, qui relie les océans Atlantique et Pacifique, voit passer environ 14 000 navires par an, tandis que le canal de Suez en accueille environ 20 000. Une grande partie des navires traversant le détroit de Gibraltar provient de l'hémisphère occidental pour livrer des marchandises au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Cependant, un volume significatif de trafic maritime utilise également ce passage pour continuer plus à l'est, en direction de l'Asie et de la Chine. Simultanément, des flottes de navires se dirigent vers l'ouest pour acheminer des marchandises en provenance du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe de l'Est vers l'Europe de l'Ouest et les Amériques. En raison de la proximité des pays riches en combustibles fossiles du Moyen-Orient, d'énormes quantités de pétrole et de gaz naturel transitent par le détroit de Gibraltar. Plus de 300 navires transportant du pétrole traversent ce passage chaque jour. Pour donner une idée de l'ampleur de ce flux, un petit pétrolier peut transporter entre 70 000 et 190 000 barils de pétrole, soit environ 3,2 à 8 millions de gallons. Un pétrolier plus grand peut transporter entre 190 000 et 345 000 barils, soit environ 8 à 14,5 millions de gallons de pétrole. Ainsi, lors d'une journée de forte affluence, environ 2,4 milliards de gallons de pétrole traversent le détroit de Gibraltar. Pour comparer, les États-Unis consomment environ 20 millions de barils de pétrole par jour, ce qui représente environ 840 millions de gallons. Cela signifie que la quantité de pétrole qui transite par le détroit de Gibraltar lors d'une journée chargée est presque 3 fois supérieure à la consommation quotidienne de pétrole des États-Unis. Le détroit de Gibraltar est une voie de navigation cruciale pour les navires du monde entier, ce qui en fait une source de revenus considérable pour les pays qui bordent son embouchure. Étant donné la rentabilité des eaux autour du détroit, il n'est pas surprenant que de nombreux ports et infrastructures portuaires majeures y aient été développés, comme le port d'Algeciras en Espagne, l'un des plus grands d'Europe et le plus important de la Méditerranée, ainsi que le port de Tanger Med au Maroc. Une installation en pleine expansion, essentielle pour le commerce africain. L'Espagne et le Maroc augmentent rapidement le nombre et la capacité de leurs ports le long de leurs côtes respectives. Alors, si les ressources financières nécessaires pour construire un pont reliant ces deux continents semblent disponibles grâce au commerce et au tourisme, pourquoi un tel pont n'a-t-il pas encore vu le jour? Qu'est-ce qui empêche exactement sa construction? De nombreux comités et entreprises ont été mobilisés pour évaluer la faisabilité d'un tel projet. Et plusieurs ont conclu qu'il serait techniquement possible de construire un pont. Mais des obstacles majeurs doivent être surmontés.
Depuis la première étude de faisabilité en 1979 et le projet Euromed Transport qui a suivi, un pont reliant l'Afrique et l'Europe a rencontré de nombreuses complications. Il n'est pas surprenant que l'un des principaux obstacles à la construction d'un pont soit lié à la situation politique entre les gouvernements de l'Espagne et du Maroc, marquée par de nombreuses tensions et désaccords, rendant difficile l'atteinte d'un consensus. En ce qui concerne la construction même du pont, une grande partie des préoccupations tourne autour du financement du projet et de la manière dont chaque nation en tirerait profit. On estime qu'un pont traversant le détroit de Gibraltar coûterait plusieurs milliards de dollars, avec des estimations variant entre 5 et 20 milliards de dollars. Ce financement devrait être réparti entre les gouvernements espagnols et marocains, ou provenir de sources extérieures. Le problème principal est qu'il n'y a pas de bénéfice économique majeur à la construction de ce pont. Si un pont traversant le détroit générait des revenus considérables grâce au tourisme ou au transport de marchandises, la situation serait différente. Mais ce n'est pas le cas. Il existe des alternatives pour traverser la Méditerranée, comme les ferries, qui transportent environ 5 millions de passagers chaque année, les avions ou les bateaux privés pour ceux qui souhaitent voyager. En comparaison, le tunnel sous la Manche, qui relie le Royaume-Uni à la France, a été construit pour un coût équivalent à environ 14,5 milliards de dollars et dessert environ 20 millions de passagers par an. Pour ce qui est du transport de marchandises, les cargos permettent de transporter de grandes quantités de matériaux à travers la Méditerranée de manière relativement économique. De plus, cela ne prend pas beaucoup de temps car, comme mentionné précédemment, l'Europe et l'Afrique sont séparées par moins de 16 km à plusieurs endroits le long du détroit de Gibraltar. L'incitation économique à construire un pont n'est tout simplement pas suffisante pour les gouvernements espagnols et marocains. Les voies maritimes traversant le détroit de Gibraltar génèrent d'énormes revenus grâce aux 100 000 navires qui y transitent chaque année. Cependant, la construction d'un pont pourrait freiner ces activités plutôt que d'aider les pays à augmenter leurs revenus. Par exemple, le pont de l'Øresund, qui relie le Danemark à la Suède, a coûté environ 4 milliards de dollars à construire, mais n'a pas généré les avantages économiques escomptés. Les projets de construction d'une telle envergure, qui nécessitent des investissements considérables et beaucoup de temps, rencontrent souvent des retards ou sont purement et simplement abandonnés. Un pont traversant le détroit de Gibraltar ne ferait pas exception. Plusieurs plans ambitieux ont été proposés pour ce type de projet, mais chacun d'eux a été retardé en raison des coûts énormes et du temps nécessaire à sa réalisation. Soyons clairs, la construction d'un pont traversant le détroit de Gibraltar, même s'il ne serait pas situé à son point le plus étroit, est tout à fait réalisable avec la technologie actuelle. Il existe déjà de nombreux ponts de plusieurs kilomètres de long qui ont été construits et qui sont utilisés quotidiennement. Le problème majeur avec un pont traversant le détroit de Gibraltar est qu'il doit être conçu de manière à ne pas perturber les voies maritimes, ce qui est plus facile à dire qu'à faire. Hypothétiquement, si un pont devait être construit, les ingénieurs chercheraient à le situer à un point relativement étroit. Imaginons que la longueur totale du pont soit de 20 km. 16 km traverseraient directement le détroit avec une marge d'1,6 km de chaque côté pour éviter que l'accès au pont ne soit trop raide. Il est crucial de se rappeler qu'un pont traversant le détroit ne peut pas entraver le trafic maritime. Un pont-levis n'est pas une option viable, car des centaines de navires traversent quotidiennement le détroit de Gibraltar, ce qui nécessiterait de lever le pont en permanence. Cela entraînerait des embouteillages s'étendant sur plusieurs kilomètres, avec des conducteurs bloqués pendant des heures. Le plus long pont du monde est le Grand Pont d'Anyang Kunshan, une structure dédiée aux trains à grande vitesse en Chine, mesurant 164,8 km de long. Quant au plus long pont pour voitures et camions, il s'agit de l'autoroute Bang Na en Thaïlande, qui s'étend sur 53,9 km. Ainsi, la longueur n'est pas un défi insurmontable pour les ingénieurs. Le véritable problème réside dans la hauteur nécessaire pour permettre aux cargos de passer sans encombre sous le pont, sans perturber le trafic maritime. Les plus grands porte-conteneurs du monde, comme ceux de la classe Evergreen A, construits par Samsung Heavy Industries, peuvent transporter près de 24 000 EVP et mesurent plus de 30 mètres de haut. Même si une grande partie de ces navires est sous l'eau, il leur faut encore plusieurs mètres de dégagement pour passer sous un pont. Ce qui est encore plus complexe, c'est que des navires encore plus grands sont en cours de conception. Les ingénieurs qui envisagent la construction d'un pont traversant le détroit de Gibraltar doivent donc prévoir une hauteur d'au moins 30 mètres au-dessus de l'eau, sinon plus, pour garantir que ces énormes navires puissent passer en dessous sans problème. En fin de compte, la construction d'un tel pont est extrêmement complexe et peu réalisable. Tout ingénieur qui s'attelle à ce défi se heurte à de nombreux obstacles lorsqu'il s'agit de concilier les besoins des voyageurs utilisant le pont et ceux des porte-conteneurs naviguant sous celui-ci.
Mais ce n'est même pas le plus grand défi lié à la construction d'un pont traversant le détroit de Gibraltar. Pour comprendre le plus grand obstacle à la construction d'un pont traversant le détroit de Gibraltar, il faut plonger sous l'eau et même sous la croûte terrestre elle-même. Bien qu'un tel pont doive être conçu pour résister aux puissantes tempêtes venant de l'Atlantique, ce n'est pas la météo qui représente la plus grande menace pour sa stabilité. Si vous vous souvenez de vos cours de sciences de la Terre, vous savez probablement que la croûte terrestre est composée de différentes plaques tectoniques en mouvement constant. Les zones où se rencontrent deux plaques tectoniques ou plus sont sujettes à une intense activité géologique, notamment des tremblements de terre. Malheureusement, pour tout pont ou projet de grande envergure à proximité du détroit de Gibraltar, la plaque africaine et la plaque eurasienne se rejoignent directement sous cette voie navigable qui relie les deux continents. C'est ici que la faille transformante des Açores-Gibraltar traverse le détroit. Une faille transformante est une zone où deux plaques se déplacent parallèlement l'une à l'autre, et c'est précisément dans ces régions que les tremblements de terre sont les plus fréquents. Cela signifie que la région où un pont reliant l'Afrique et l'Europe pourrait être construit est particulièrement sujette à une activité géologique dévastatrice. Tout pont construit à travers le détroit de Gibraltar devra être capable de résister à des tremblements de terre de forte magnitude sans s'effondrer, car il ne s'agit pas de savoir si un tremblement de terre se produira, mais quand. Par exemple, le tremblement de terre de Lisbonne en 1755, estimé entre 8,5 et 9 sur l'échelle de Richter, a causé des dégâts considérables au Portugal, en Espagne et au Maroc. De même, le tremblement de terre d'Agadir en 1960, d'une magnitude de 5,7, a entraîné une destruction massive dans la ville marocaine d'Agadir. Étant donné que les tremblements de terre sont une conséquence naturelle du mouvement des plaques tectoniques, il n'existe aucun moyen de les prévenir. D'autres ponts, tunnels et connexions sous-marines n'ont généralement pas à faire face à ce type de problème. C'est l'emplacement du détroit de Gibraltar qui le place directement sur une zone géologiquement active. Des études ont également révélé que le fond marin de cette région est particulièrement instable par rapport à d'autres zones, comme celle où le tunnel sous la Manche a été construit pour relier la France et la Grande-Bretagne. Les chercheurs ont identifié la présence d'au moins 2 canaux argileux quaternaires profonds dans le fond du détroit, qui sont très instables et rendent extrêmement difficile la fixation de pylônes ou d'autres structures pour soutenir un pont. Les canaux argileux quaternaires sont des couches de sédiments argileux accumulés au cours de la période géologique récente, appelée quaternaire. Ces canaux sont composés de dépôts argileux mous et non consolidés, qui peuvent être instables et se déplacer facilement sous pression ou en raison d'une activité géologique. Les géologues avertissent que tout projet de construction dans cette zone pourrait être exposé à des défaillances catastrophiques en raison de la localisation du détroit de Gibraltar et de la composition de la croûte terrestre dans cette région. En fin de compte, la construction d'un pont reliant l'Europe et l'Afrique pourrait s'avérer extrêmement dangereuse en raison de la présence de ces canaux argileux instables. Alors, est-il impossible de bâtir une structure reliant ces deux continents ? Étonnamment, non. Les ingénieurs ont déjà trouvé des solutions à de nombreux problèmes, et à mesure que la technologie progresse, des réponses pourraient émerger de manière inattendue. Mais avant d'explorer ces options, il est essentiel de mieux comprendre le détroit lui-même et ce à quoi nous pourrions nous engager. En raison de la tectonique des plaques, la Terre n'a pas toujours eu l'apparence qu'elle a aujourd'hui. Au fil de millions d'années, les continents ont dérivé, les océans se sont formés et la topographie a évolué. Le détroit de Gibraltar ne s'est formé que relativement récemment, du moins à l'échelle géologique, ce qui signifie tout de même des millions d'années. Il est néanmoins crucial de comprendre comment ce détroit a vu le jour. À l'origine, ce qui est aujourd'hui la Méditerranée faisait partie de la mer de Thétis, un ancien océan qui existait entre les continents de Gondwana et de l'Eurasia pendant les ères mésozoïques et cénozoïques précoces, soit d'environ 250 à 50 millions d'années. Cet océan s'étendait sur des régions qui correspondent aujourd'hui à l'Inde, au Pakistan, à l'Indonésie et à l'océan Indien. Au fil du temps, le continent africain a dérivé et est entré en collision avec l'Asie et l'Europe, isolant ce qui allait devenir la mer Méditerranée. Les eaux de la région ont commencé à s'assécher, créant un pont terrestre entre les continents africains, européens et asiatiques. Il y a environ 5,3 millions d'années, lors d'un événement connu sous le nom de crise de salinité messinienne, la Terre a commencé à s'effondrer en raison du mouvement des plaques tectoniques dans la région, permettant à l'eau de s'écouler dans la dépression et créant ainsi ce qui est aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Depuis, les eaux de l'Atlantique se déversent continuellement dans la Méditerranée, compensant l'eau perdue par évaporation.
Ce flux constant d'eau atlantique est essentiel pour l'écosystème aquatique de la région, car il apporte de l'eau moins salée, empêchant ainsi la Méditerranée de devenir trop saline. Simultanément, les eaux plus salées de la Méditerranée, étant plus denses, coulent sous le courant de surface et se déversent dans l'océan Atlantique. Les eaux de l'Atlantique sont également riches en nutriments, ce qui permet à la Méditerranée de soutenir une grande diversité de poissons et de vie aquatique. Par exemple, un groupe d'environ 36 orques vit désormais autour du détroit de Gibraltar, profitant des eaux riches de la région. Cependant, avec l'augmentation du trafic maritime et du commerce, ce groupe, ainsi que de nombreuses autres espèces dans le détroit, sont menacés ou en danger. Il est donc pertinent de se demander si la construction d'un pont pourrait réduire le trafic maritime et, par conséquent, améliorer l'écosystème de la région. Cependant, cette perspective reste éloignée tant que d'énormes sommes d'argent continuent d'être générées par le passage des cargos à travers le détroit de Gibraltar. Malheureusement, les dauphins et d'autres espèces aquatiques en paient le prix. Il est intéressant de noter que sans le détroit de Gibraltar, la mer Méditerranée se serait asséchée depuis longtemps. Le détroit ne constitue donc pas seulement un poumon économique métaphorique pour la Méditerranée, mais également un poumon vital en raison de son apport en eau. Il y a 125 000 ans, des Néandertaliens vivaient le long du détroit de Gibraltar. En fait, le rocher de Gibraltar, la formation terrestre la plus emblématique de la région, est considéré comme l'un des derniers refuges des Néandertaliens avant leur extinction face à l'arrivée des Homo sapiens, c'est-à-dire des humains comme vous et moi. Des sites néandertaliens datant d'environ 24 000 ans ont été découverts à Gibraltar et des preuves archéologiques indiquent que des humains se trouvaient dans la région il y a au moins 40 000 ans. À mesure que de grandes civilisations se sont développées autour de la Méditerranée, telles que les empires grecs, romains et carthaginois, le détroit de Gibraltar a commencé à être utilisé pour voyager et commercer le long des côtes de l'Europe et de l'Afrique. Avec l'avènement de l'ère des découvertes et de la Renaissance, le détroit est devenu un point de départ pour les expéditions, se remplissant progressivement de ports de commerce de plus en plus nombreux. Tout au long de l'histoire, les campagnes d'invasion et les idéologies divergentes ont creusé un fossé entre les peuples d'Espagne et du Maroc, un fossé qui a perduré pendant des centaines d'années. Les deux côtés se sont affrontés pendant des siècles, sans véritable espoir de résoudre leurs différends et de vivre en paix. Les terres bordant le détroit de Gibraltar ont changé de main à plusieurs reprises au cours de l'histoire. Cependant, avec l'expansion du colonialisme européen, les fondations des problèmes politiques que la région connaît aujourd'hui ont été posées. Ce sont principalement les marines et les troupes portugaises, britanniques et espagnoles qui se sont affrontées pour sécuriser des villes et des forts stratégiques, tels que l'Alcazar de Séville, le château de Tarifa et le fort de Saint-Jean d'Abarra à Tanger, afin de contrôler les eaux du détroit de Gibraltar. Comme dans de nombreuses autres régions du monde, la Grande-Bretagne a établi des colonies et revendiqué des terres le long du détroit, notamment la ville de Gibraltar elle-même, qui abrite le célèbre rocher de Gibraltar avec son vaste réseau de tunnels et de fortifications. Gibraltar est aujourd'hui un territoire britannique d'outre-mer, héritage de l'ancien empire britannique. Ce petit territoire s'étend sur environ 6,7 km² et abrite une population d'environ 32 000 habitants. En 1704, les forces anglo-hollandaises capturèrent de cette portion de territoire à l'Espagne lors de la guerre de succession d'Espagne. Puis, en 1713, avec la signature du traité d'Utrecht, Gibraltar fut officiellement cédé à la Grande-Bretagne sous contrôle britannique depuis lors. Bien que l'Espagne continue de revendiquer Gibraltar, la majorité des Gibraltariens rejettent l'idée d'une incorporation à l'Espagne. Cela s'explique par le fait qu'ils ont été un territoire britannique pendant des siècles. Bien que les habitants parlent l'espagnol ainsi qu'un dialecte local appelé llanito, ils montrent peu d'intérêt à changer d'allégeance pour rejoindre le gouvernement espagnol. Après le Brexit, Gibraltar a quitté l'Union européenne avec le Royaume-Uni, bien que cette décision ait été largement impopulaire sur le territoire, où 95% de la population a voté pour rester. Gibraltar reste ainsi un point de friction entre la Grande-Bretagne et l'Espagne. À ce stade, les citoyens de ce territoire d'outre-mer semblent tellement habitués à la gestion britannique qu'il est peu probable que Gibraltar soit cédé à l'Espagne de sitôt. Cependant, la situation aurait pu être légèrement différente si des discussions avaient été entamées il y a un siècle. Quoi qu'il en soit, le gouvernement espagnol continue de soulever la question de la réincorporation de Gibraltar dans ses frontières. Mais jusqu'à présent, aucun progrès réel n'a été fait pour unifier ce territoire avec le reste de l'Espagne. Cela dit, l'Espagne dispose de peu d'arguments pour réclamer le retour de Gibraltar, étant donné qu'elle a elle-même établi des territoires au Maroc. En effet, les Espagnols possèdent leurs propres enclaves au Maroc, à savoir les villes portuaires de Ceuta et Melilla.
Les deux enclaves, Ceuta et Melilla, sont situées sur le côté africain du détroit de Gibraltar. Le 27 novembre 1912, un traité entre la France et l'Espagne a transformé les sphères d'influence espagnole au Maroc en protectorat formel. À cette époque, le territoire sous contrôle espagnol était bien plus vaste qu'il ne l'est aujourd'hui. En 1957, la guerre d'Ifni éclata lorsque l'Espagne envoya des troupes au Maroc pour protéger ce qu'elle considérait comme son territoire. À travers toute l'Afrique, des nations se soulevaient contre leurs colonisateurs et reprenaient leurs terres aux Européens. L'Espagne espérait empêcher cela au Maroc, mais moins d'un an après le début du conflit, la guerre était terminée. Bien que plusieurs batailles aient eu lieu, l'armée de libération marocaine n'avait réalisé que très peu de progrès contre les forces franco-espagnoles combinées, qui s'étaient retranchées dans des forts de la région. Le 2 avril 1958, les dirigeants de l'Espagne et du Maroc signèrent le traité d'Angra de Sintra. Cet accord stipulait que l'Espagne céderait le cap Juby, connu sous le nom de Tarfaya au Maroc, ainsi qu'une grande partie du territoire qu'elle contrôlait dans le sud du Maroc à l'époque. Cependant, il fallut attendre 1969 pour que le Maroc prenne officiellement le contrôle total d'Ifni. Ce n'est qu'après 6 années supplémentaires que le Maroc réussit à contrôler complètement la région sud de son territoire. Cependant, il n'a toujours pas récupéré les territoires détenus par les Espagnols dans le nord. En fait, encore aujourd'hui, le Maroc revendique que Ceuta et Melilla sont culturellement importantes pour le peuple marocain et devraient être réintégrées dans ses frontières. Pourtant, ces villes sont toujours reconnues internationalement comme des territoires espagnols. Le gouvernement marocain compare même ces enclaves à Gibraltar, ce qui devrait être un parallèle facile à comprendre pour le gouvernement espagnol. Cependant, l'Espagne continue de considérer Ceuta et Melilla comme des parties vitales de son territoire, car elles sont sous contrôle espagnol depuis des siècles. C'est un argument fragile si l'on tient compte du fait que ces territoires ont été conquis par la force et colonisés pendant des centaines d'années. Néanmoins, l'Espagne maintient que, même si ces deux villes se trouvent de l'autre côté du détroit de Gibraltar, elles lui appartiennent toujours. En réalité, Ceuta et Melilla sont situés à des emplacements stratégiques pour les ports commerciaux, ce qui explique pourquoi l'Espagne tient tant à conserver son contrôle. Si ces villes n'avaient aucune importance économique ou stratégique, il est probable que l'Espagne les aurait cédées au Maroc depuis longtemps. Et c'est précisément là que résident bon nombre des problèmes qui ont empêché une coopération significative entre les gouvernements de la région. Il est difficile de collaborer avec un gouvernement qui a pris possession de vos terres et refuse de les restituer. C'est exactement ce qui s'est passé avec Gibraltar pour l'Espagne et avec Ceuta et Melilla pour le Maroc. Si chacun de ces territoires était restitué à son pays d'origine, cela pourrait-il ouvrir la voie à une relation plus productive entre les nations? Peut-être. Cela prendrait du temps, mais ce serait probablement un pas dans la bonne direction. Cependant, il est peu probable que cela se produise dans un avenir proche. Au lieu de cela, l'Espagne et le Maroc continueront d'exprimer leur mécontentement face à la situation où une autre nation contrôle un territoire situé à l'intérieur de leurs frontières, plutôt que de chercher à collaborer de manière constructive. Ces désaccords ne se limitent pas seulement à la terre, ils s'étendent également aux eaux environnantes. Le fait que plusieurs nations revendiquent des territoires situés à l'intérieur des frontières d'autres pays a aussi compliqué la question du contrôle des eaux du détroit de Gibraltar. Bien que la majeure partie du territoire maritime soit contrôlée par l'Espagne et le Maroc, le Royaume-Uni, à travers Gibraltar, exerce également un contrôle sur une partie de l'extrémité orientale du détroit. Cependant, c'est la présence des territoires espagnols au Maroc, comme Ceuta et Melilla, qui introduit le plus de confusion dans la répartition de cette zone maritime stratégique. L'Espagne et le Maroc revendiquent tous deux le contrôle des eaux situées au sud-est du détroit, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le gouvernement espagnol utilise la présence de Ceuta et Melilla sur le continent africain comme justification pour revendiquer les eaux au large des côtes marocaines. De toute évidence, le gouvernement marocain rejette cette revendication, arguant que ces villes devraient lui appartenir en premier lieu. Actuellement, le Royaume-Uni revendique le contrôle de 5,6 km d'eau au large de Gibraltar. De plus, la Grande-Bretagne soutient que la majeure partie du détroit est constituée d'eaux internationales, une position que l'Espagne et le Maroc contestent. Pour maintenir une paix relative dans la région et permettre aux navires de circuler librement dans le détroit de Gibraltar, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer a désigné le détroit comme un passage en transit. Cela garantit aux navires et aux avions une liberté de mouvement totale lors de la traversée du canal. Il est évident que l'histoire complexe de la région a conduit à des dilemmes modernes, entraînant de nombreux désaccords sur le contrôle du détroit de Gibraltar et des terres environnantes.
Lorsque l'on examine la géographie et les événements passés, il devient clair pourquoi les gouvernements espagnols et marocains ont eu du mal à collaborer efficacement pour planifier un pont reliant l'Afrique et l'Europe. Mais qu'en est-il d'un tunnel? Les deux gouvernements pourraient-ils mettre de côté leurs différends pour construire un passage sous-marin? Cette solution, bien que complexe, pourrait-elle représenter une voie vers une coopération accrue entre les deux nations? Au fil des ans, les ponts n'ont pas été la seule option envisagée pour relier l'Europe et l'Afrique. Dès les années 1930, l'Espagne a exploré l'idée de construire un tunnel sous le détroit de Gibraltar, permettant aux trains et aux véhicules de traverser sous les eaux. Cependant, une étude ultérieure de la composition du fond marin a révélé qu'il était composé de roches extrêmement dures, impossibles à percer avec les machines de forage de l'époque. Pour contourner ce problème, un ingénieur a proposé de placer un tube en béton préfabriqué sous les eaux du détroit, fixé à l'aide de câbles de haute tension. Toutefois, ce plan n'a pas abouti car il était jugé extrêmement complexe à réaliser. De plus, le projet a été relégué au second plan en raison d'un enjeu mondial bien plus pressant: l'invasion de la Pologne par l'Allemagne qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale. L'idée du tunnel a pratiquement disparu jusqu'aux années 1980, lorsque l'Espagne et le Maroc ont relancé les discussions pour construire un tunnel sous le détroit de Gibraltar. Cependant, une fois de plus, ces discussions n'ont abouti à rien en raison des tensions entre les gouvernements et des défis liés à la faisabilité du projet. Bien que la technologie ait considérablement progressé, le creusement de tunnels restait un défi majeur, et les plans pour un tunnel furent une nouvelle fois abandonnés. En 2003, les deux gouvernements ont convenu d'explorer la possibilité de construire un tunnel ferroviaire sous-marin. Ce projet prévoyait l'utilisation d'une voie de 1435 mm. Conformément aux autres chemins de fer de la région qui étaient en cours de conversion du système à voie large au système à voie standard. C'était une vision à long terme, mais elle impliquait que même si le tunnel était achevé, il n'y avait aucune garantie que les chemins de fer en Espagne et au Maroc seraient convertis à temps. Cela signifiait que le tunnel reliant les deux continents pourrait rester inactif jusqu'à ce que toutes les lignes ferroviaires de chaque côté du détroit soient adaptées à la voie standard. Le projet de tunnel ferroviaire a donc été repoussé à une date ultérieure. En 2008, une nouvelle étude géologique a été réalisée pour évaluer la faisabilité de cette nouvelle proposition. Cependant, cette étude a révélé que la composition du fond marin poserait encore de nombreux défis, confirmant les conclusions des études précédentes. Il est alors devenu clair que la distance la plus courte à travers le détroit de Gibraltar ne serait pas le meilleur emplacement pour un tunnel. Les ingénieurs ont plutôt recommandé de déplacer le projet à l'ouest de Tarifa, en Espagne, pour le relier à l'est de Tanger, au Maroc. Ce nouvel emplacement impliquerait un tunnel traversant 23 km d'eau, mais dans une zone plus favorable à la construction. Une fois terminé, le tunnel s'étendrait sur environ 34 km et serait relié au réseau ferroviaire à grande vitesse espagnol, permettant ainsi un accès rapide aux grandes villes du pays. Ce projet ambitieux offrirait une connexion directe entre l'Europe et l'Afrique, ouvrant de nouvelles perspectives pour le commerce et les échanges entre les deux continents. Les phases de planification du projet ont commencé, mais rien de concret n'en est ressorti, car les dirigeants des deux pays discutaient rarement du plan de tunnel. Puis, en avril 2021, des ministres espagnols et marocains ont convenu de tenir une réunion intergouvernementale à Casablanca pour discuter à nouveau du tunnel. Cette réunion était probablement une réponse directe à l'étude lancée par le Royaume-Uni en janvier 2021 pour voir si un tunnel reliant Gibraltar à Tanger était possible. Cela remplacerait complètement le tunnel dont l'Espagne et le Maroc discutaient depuis plusieurs années sans avoir fait de progrès significatifs. Les enquêtes menées par la Grande-Bretagne ont poussé le gouvernement espagnol à réagir et en février 2023, une réunion bilatérale de haut niveau entre responsables espagnols et marocains pour faire des progrès significatifs sur le tunnel sous le détroit de Gibraltar a été programmée. À ce jour, la construction du tunnel est prévue pour commencer en 2030, mais étant donné le nombre de fois où les progrès ont été interrompus, il est difficile de croire que quelque chose se concrétisera d'ici là. Mais qu'en est-il d'un pont? Un tunnel sous le détroit serait certainement un pas en avant, mais verrons-nous un jour un pont reliant l'Afrique et l'Europe? Certains ingénieurs n'ont pas abandonné ce rêve. Il ne faut pas oublier qu'en raison de la situation géologique du détroit de Gibraltar, les catastrophes naturelles comme les tremblements de terre doivent être prises en compte. Mais cela n'a pas empêché les ingénieurs de rêver en grand. Plusieurs organisations, dont l'UNESCO, les commissions économiques des Nations Unies pour l'Afrique et l'Europe, ainsi que les gouvernements marocains et espagnols, ont lancé des études pour déterminer si un pont à travers le détroit de Gibraltar était envisageable. Beaucoup ont conclu que cela n'a tout simplement pas de sens. Ces raisons n'ont jamais bloqué les humains dans la construction de quelque chose auparavant.
Le professeur T.Y. Lin, qui a reçu la médaille nationale des sciences du président Ronald Reagan en 1986, a conçu un plan audacieux pour relier l'Afrique et l'Europe. Il a proposé de construire un pont entre la pointe Oliveros et la pointe Cires, séparés par 14 km. Ce qui a vraiment attiré l'attention du monde de l'ingénierie, c'est son plan de faire en sorte que le pont s'étende sur 5000 mètres entre deux pylônes de soutien, bien plus long que tout autre pont au monde. Des modèles informatiques ont été générés pour tester des aspects tels que les caractéristiques statiques et dynamiques de l'environnement ainsi que la faisabilité aérodynamique du projet. Plusieurs types de conception de ponts ont été inclus dans le processus de modélisation, y compris le concept hybride de pont à haubans proposé par le professeur Lin, qui s'est révélé être le mieux adapté pour la traversée. Ce concept offrait une plus grande rigidité et était beaucoup plus aérodynamique que les ponts suspendus traditionnels avec des portées plus courtes. Le coût du pont était estimé à 15 milliards de dollars en 1996, ce qui équivaut à environ 28 milliards de dollars aujourd'hui. Le pont rêvé par Lee n'a jamais vu le jour et ne le verra probablement jamais, même si le coût exorbitant n'était pas un obstacle. Cependant, cela n'a pas empêché d'autres ingénieurs de développer des conceptions tout aussi incroyables et audacieuses. Eugene Tsui est un architecte américain connu pour ses conceptions biologiques, c'est-à-dire qu'il utilise des structures trouvées dans la nature pour résoudre des problèmes d'ingénierie architecturale. Il intègre également des principes écologiques dans ses conceptions pour créer des structures qui reflètent les valeurs esthétiques de la nature. C'était le principe de base de son pont reliant l'Afrique et l'Europe. Cependant, Tsui n'avait pas l'intention de construire un simple pont traditionnel. Il proposa de créer une île artificielle et un pont sous-marin pour réaliser sa vision. Son projet, appelé le pont flottant du détroit de Gibraltar, aurait une longueur de 14,5 km. Le pont serait construit sous l'eau mais sans reposer sur le fond marin. Il serait situé à environ 200 mètres de profondeur pour permettre aux navires de passer au-dessus du pont sous-marin, avec suffisamment de dégagement pour accueillir les futurs navires encore plus grands. L'île reliant les deux sections du pont flottant comprendrait une station balnéaire, des éoliennes, un port et des entreprises. Elle abriterait également une marina pour les petits bateaux et des collines artificielles ornées de cascades. Les éoliennes seraient complétées par des turbines sous-marines pour exploiter l'énergie marémotrice. L'aspect le plus étonnant du plan de Tsui était que l'île serait si vaste qu'elle générerait, grâce à ses éoliennes et turbines marémotrices, suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter une grande partie du Maroc et du sud de l'Espagne. Ce ne serait pas simplement un pont, mais aussi une centrale électrique et une destination touristique. Le tout intégré dans une structure reliant l'Afrique et l'Europe. Tsui prévoyait de disposer de 24 voies pour les voitures et les camions afin de faciliter la traversée entre les deux continents. Le seul pont flottant aurait coûté environ 10 milliards de dollars. Il n'existe actuellement aucun plan pour concrétiser le pont flottant et l'île artificielle de Tsui, mais peut-être que les ponts futurs seront multifonctionnels et s'inspireront de son design. Cela semble être une situation gagnant-gagnant si un pont peut faciliter les déplacements, générer de l'énergie et servir de destination touristique en même temps. Cependant, cela nécessiterait des sommes d'argent colossales et une capacité des gouvernements à coopérer, ce qui ne semble pas probable dans un avenir proche. La question est donc, s'il n'y a ni pont ni tunnel, quelle est la meilleure façon de traverser le détroit de Gibraltar? La réponse est par bateau. Les humains traversent le détroit en bateau depuis des milliers d'années, et cela ne semble pas près de changer. Peut-être qu'un jour, une voie ferrée sous-marine verra le jour, ou que l'Espagne et le Maroc travailleront ensemble pour construire un pont reliant leurs continents respectifs. Pour l'instant, les voies maritimes et le commerce restent bien plus importants pour les deux gouvernements que la construction d'une quelconque structure traversant le détroit de Gibraltar. Ni l'Espagne ni le Maroc ne s'engageront dans un projet de construction qui mettrait en péril les énormes flux financiers et de marchandises transitant par le détroit. Jusqu'à ce qu'un plan solide soit convenu pour relier l'Afrique et l'Europe de manière rentable et sans perturber ses activités, les gens devront continuer à traverser le détroit de Gibraltar de la même manière qu'ils l'ont fait tout au long de l'histoire, en bateau. Nous continuerons à explorer ces situations géopolitiques et d'autres sujets dans les semaines à venir. Assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à laisser un like et à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.